Après le terrible été 1940 qui a vu la capitulation française après de violents combats et une résistance désespérée qui coûteront cher aux Allemands à défaut de les stopper, la France est en grande difficulté et ses colonies se retrouvent dans des situations très compliquées. Si certaines serviront de base pour la France libre ou seront saisies par les Britanniques, l'Indochine semble presque préservée. Coupée de tout, elle sera considérée comme vichiste par son choix d'une politique défensive. En effet, disposant de peu de moyens et subissant d'importantes tensions avec les voisins chinois, japonais ou thaïlandais, elle se replie dans un fonctionnement se rapprochant de l'autarcie. Officiellement créée en 1887, l'Indochine française est un conglomérat de territoires pris au royaume voisin. Au fur et à mesure du développement de la colonie, la Thaïlande demande officiellement au gouvernement français, avant 1939, la récupération de villes et régions annexées lors de la formation de l'Indochine. Le gouvernement français n'y est pas spécialement opposé, les provinces demandées n'ayant pas de réelle importance économique et stratégique. De son côté, et depuis un coup d'État en 1932, la Thaïlande a à sa tête un militaire, Plak Phibun Songkhram, ou Phibun, qui veut défendre l'intérêt des peuples thaïs, notamment contre une puissance bien implantée dans la région, la France d'Indochine. Il veut reprendre des territoires perdus face à la France lors de précédents conflits et traités, notamment en 1893 et en 1904. Un traité de non-agression est néanmoins signé entre les deux pays le 12 juin 1940, mais la défaite française face à l'Allemagne pousse le gouvernement thaïlandais à revenir dessus. Les relations avec le Japon étant plutôt bonnes, la Thaïlande pense ne prendre aucun risque en déclarant la guerre à l'Indochine française. L'administration coloniale est à ce stade désorganisée par la défaite et par les directives du régime de Vichy, pour qui la gestion des colonies d'Extrême-Orient n'est pas essentielle, surtout avec la présence japonaise de plus en plus forte. Dès la fin de 1940, le Siam, qui revendique la souveraineté de tous les territoires situés à l'est du Mékong, masse ses troupes aux frontières du Cambodge et commence une série de provocations et d'incursions sur le territoire du protectorat. Les Thaïlandais, sachant que le Japon n'interviendra pas malgré leur présence dans la colonie, envoient leurs troupes à l'assaut des protectorats cambodgiens et laotiens en janvier 1941. Le rapport de force montre clairement la différence de préparation entre la nation souveraine thaïlandaise bien équipée et souhaitant faire valoir ses vues dans la région, et la garnison coloniale, ayant d'ordinaire comme seul objectif d'assurer l'ordre et une première défense le temps que la métropole réagisse. Ainsi, si les deux armées alignent environ 60 000 hommes, beaucoup de bataillons français sont composés de locaux et servent surtout à assurer une souveraineté française, tandis que les divisions thaïlandaises sont organisées pour la guerre moderne. La différence de force est réellement visible pour les armements lourds. Si les forces blindées thaïlandaises utilisent surtout les chars FT-17 de la Première Guerre mondiale, elles en ont 134 face aux 20 du même type français. Pour l'aviation, les Français possèdent une centaine d'appareils, dont 60 de combat, et surtout des modèles dépassés datant des années 20-30, tandis que les Thaïlandais ont fait l'acquisition de nombreux avions japonais et peuvent donc aligner près de 200 avions de combat, dont plusieurs datant de la fin des années 30. Enfin, la marine française est très hétéroclite, composée de vieux bâtiments, et fait face à une trentaine d'unités plus récentes, dont 2 garde-côtes cuirassés de construction japonaise, 9 torpilleurs de construction italienne, et 4 sous-marins côtiers livrés en 1938 par le Japon. Les combats terrestres sont très violents et malgré la résistance française, les Thaïlandais, mieux équipés, occupent rapidement le Laos, tandis qu'au Cambodge, le 16 janvier, une contre-attaque française du 5e régiment d'infanterie stoppe momentanément la progression ennemie dans des affrontements qui seront parmi les plus sanglants de cette guerre. Si elle ne parvient pas à repousser les Thaïlandais, ces derniers ne parviennent en revanche pas à reprendre leur avancée, leurs blindés étant stoppés par les canons anti-chars français. La situation terrestre étant très critique et les bombardements thaïlandais aussi précis qu'impunis, les forces françaises décident de tenter le tout pour le tout et de débloquer la situation sur le dernier champ de bataille où les Thaïlandais n'ont pas encore l'avantage, la mer. Une reconnaissance aérienne localise, le 16 janvier 1941, la flotte thaïlandaise à Koh Chang dans la baie de Bangkok. La marine siamoise à Koh Chang est bien supérieure à la division navale française d'Indochine, et cela aussi bien en tonnage, 16 600 tonnes contre 12 500 pour la France, qu'en hommes, 2 300 contre 950. La flotte française est dirigée par le commandant du Lamotte Piquet, le capitaine de vaisseau Régis Péranger. Le littoral du Golfe de Thaïlande est composé d'une multitude de petites îles. La base navale thaïlandaise de Koh Chang est construite pour tirer parti d'une défense intégrée à ces îlots. L'aventure s'annonce risquée. Les côtes siamoises sont peu connues et donc les risques de s'échouer sont accrus. Un hydravion français repère donc le 16, la flotte adverse, composée de 2 garde-côtes cuirassés, 10 torpilleurs, un aviso, un mouilleur de mines et 2 sous-marins. Cette dernière est au mouillage réparti entre la base de Koh Chang et celle de Sata Ib,
à la pointe est de la baie de Bangkok. Le 17 janvier, les vigies de la base navale de l'île de Ko Chang repèrent les fumées de la flotte française et donnent l'alerte. Mais la flottille venue d'Indochine a habilement pris position, bloquant les Thaïlandais dans leur port, les empêchant de profiter correctement de la multitude d'îlots entourant la base pour se protéger. Littéralement pris au piège, ceux-ci ne peuvent que courber le dos devant l'attaque française. Les conditions météo font que la flotte française se découpe nettement sur l'horizon dégagé alors que les vaisseaux adverses sont dissimulés dans la grisaille matinale, se confondant avec la terre. Ainsi, les torpilleurs thaïlandais, alertés, ouvrent le feu à 6h14 et les avisos français ripostent immédiatement alors que 12 km 500 les séparent encore. La première salve ayant mis KO un des torpilleurs, le déluge de feu français s'abat de 6h25 à 6h35 sur le deuxième torpilleur à avoir tiré. Si les navires modernes encaissent un moment, ils finissent par chavirer et ou exploser sous le feu concentré des avisos français, s'étant rapprochés entre 5 et 8 km. Les torpilles, elles viennent s'écraser sur le cuirassé Sri Ayutthaya, qui est contraint de s'échouer pour ne pas couler. Laissant les avisos achever les torpilleurs dans la rade, le Lamotte Piquet se repositionne pour reprendre le feu sur le mouillage. À 6h38, alors que les torpilleurs agonisent sous la pression des avisos français, le croiseur de Béranger repère le Donburi, garde-côte cuirassé qui fait route vers le nord-est de la Thaïlande. Le combat s'engage et est compliqué. Le navire siamois manœuvre habilement entre les îles. Grâce à sa grande vitesse de changement de cap, il complique la visée des artilleurs français. Qui plus est, les hélices françaises tournent dans la vase et le gênent, avec en plus le risque de se coincer dans un bas-fond de moins de 10 mètres par endroit. À regret, le chef de l'expédition abandonne la poursuite et se rapproche de sa flottille restée vers l'ouest. Le Donburi, lui, est en proie à plusieurs incendies mais fait maintenant route vers le sud pour menacer le repli français. Ce sera un mauvais choix a posteriori, car à chaque passage entre deux îlots dans la mire du croiseur, il est pilonné sans pitié. Moins de 2 heures plus tard, les tirs s'arrêtent, la flotte française est victorieuse. La Thaïlande perd 3 torpilleurs et ses 2 garde-côtes cuirassés. C'est un tiers de la flotte thaïlandaise qui a été détruite. Officiellement, 36 morts sont à déplorer, mais de récentes études tendent vers le nombre de 300 marins thaïlandais décédés. En face, les Français n'ont essuyé aucune perte, seulement quelques blessés légers et des dégâts matériels très faibles. Qu'est-ce qui peut donc expliquer une victoire aussi éclatante ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'effet de surprise de l'attaque française a été raté. Il semble que des veilleurs installés sur les îles adjacentes aient signalé la présence de notre flotte. Alors tout d'abord, nous avons un brillant stratège, le commandant Béranger. Placé devant un choix tentant, il résiste à la tentation d'essayer de détruire en 2 attaques séparées la flotte siamoise. Lorsque l'on analyse de près l'ensemble des choix du commandant, on se rend compte combien sa lucidité est grande. Le bon sens et la simplicité conduisent son action, ce qui, dans l'urgence des combats, la qualité et l'entraînement des équipages sont également à souligner. De notre côté, les bâtiments sont servis par des équipages enthousiastes et parfaitement entraînés. Malgré l'âge certain du matériel, ils firent preuve jusqu'à la fin de l'engagement, d'un sens manœuvrier et d'un esprit de combativité digne d'éloge. Enfin, il y a aussi la chance. Si les premiers obus tirés par le Lamotte Piquet n'avaient pas détruit le poste de guet terrestre relié téléphoniquement à la base ennemie, l'intervention tardive de l'aviation siamoise aurait sans doute eu lieu plus tôt et en plein combat naval, ceci aurait été extrêmement gênant pour nos bâtiments. À noter que la veille avait eu lieu la relève du groupe Ayutthaya avec un garde-côte et 3 torpilleurs par le groupe Donburi de même composition. Donc à un jour près, notre escadre aurait pu tomber sur 2 garde-côtes et 6 torpilleurs, ce qui lui aurait sensiblement compliqué la tâche. La flotte française rentre alors à Saigon, victorieuse, ayant infligé un très lourd revers aux Thaïlandais en neutralisant un tiers de leur flotte militaire. C'est une des seules victoires navales françaises de la guerre en Indochine, suscitant l'admiration dans la colonie et en métropole. Pour cette victoire, le capitaine Régis Béranger sera nommé contre-amiral. Finalement, la grande puissance régionale, le Japon, s'opposera en médiateur et fait un ultimatum aux 2 belligérants. Un armistice est signé le 28 janvier 1941. Les Japonais obligent ensuite le gouvernement français de Vichy à signer un traité de paix le 9 mai 1941, où ces derniers abandonnent les provinces de Battambang et Siem Reap, prises au Cambodge, de Champasak et Sayaburi, prises au Laos, qui cèdent ainsi les territoires sur la rive droite du Mékong, soit la perte de 4 provinces représentant près de 100 000 km² et 420 000 habitants. Cette résolution contrarie au plus haut point les États-Unis qui vont décider, quelques mois plus tard, de faire un embargo sur le pétrole destiné aux Japonais, amenant notamment à Pearl Harbor. Les territoires annexés ne seront rendus à la France qu'en 1947. Durant ce court conflit,
L'armée française perdit 321 hommes et 178 disparus qui furent considérés comme décédés en 1955. Les Thaïlandais, eux, perdirent officiellement 54 hommes et eurent 307 blessés. Néanmoins, le gouvernement thaïlandais avait tout intérêt à camoufler son nombre de morts pour impressionner le Japon afin de s'allier avec. Les chiffres officieux s'élèvent à plus de 400 morts probables, mais la lumière ne sera jamais faite totalement sur ce montant. La bataille de Ko Chang et la guerre franco-thaïlandaise restent un épisode largement oublié de l'histoire de France, sûrement car mené sous le régime de Vichy. Cela n'empêchera pas le général de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, d'écrire que la bataille de Ko Chang est une brillante victoire navale du 17 janvier 1941, au cours de laquelle le croiseur Lamotte Piquet et quelques avisos français ont envoyé par le fond la flotte du Siam. Les Français d'Indochine feront partie des oubliés de l'histoire. Vichistes par défaut, car vivant depuis 1940 à l'ombre des Japonais, ils subiront une terrible agression en 1945 lorsque les Japonais frappent de l'intérieur et s'emparent de toute la péninsule avec une rare violence, emprisonnant et exécutant un nombre d'Européens, civils inclus, et armant les rébellions locales. Libérés in extremis, au vu du taux de mortalité des camps japonais, les Français d'Indochine seront traités comme des collaborationnistes par le nouveau régime français et les troupes envoyées reprendre le contrôle du territoire. Ils seront donc écartés et leur connaissance de la région et des populations locales feront grandement défaut dans la guerre d'Indochine qui se prépare. Jésus-Christ créa la coloniale, il décréta qu'il fallait des hommes costauds, n'ayant pas peur du feu de la mitraille, et sachant boire le vin et le pernod, Itai Motaiba, Kongayana Mitlitai, Itai Motaiba, Kongayana Mitlitai, derrière la cabane bambou, Fai Motaiba, derrière la cabane bambou, Kassimili payé Natsu. Osaoi, mon capitaine, cassé qu'Edith l'a pas payé. Saigon, la ville principale, où les marsouins tenaient leur garnison, les officiers en pousse-pousse malades, se entraînaient comme de vulgaires cochons, Intai Motaiba, Kongayana Mitlitai, Intai Motaiba, Kongayana Mitlitai, derrière la cabane bambou, Fai Motaiba, derrière la cabane bambou, Kassimili payé Natsu. Osaoi, mon capitaine, cassé qu'Edith l'a pas payé. Les officiers se payent les japonaises, tandis que nous, pauvres marsouins fauchés, nous payons ce qu'on appelle la terraise, spécialité de nos gironiakwe, Itai Motaiba, Kongayana Mitlitai, Itai Motaiba, Kongayana Mitlitai, derrière la cabane bambou, Fai Motaiba, derrière la cabane bambou, Kassimili payé Namsu.